Le type de relation qui se joue dans Love, c'est évidemment une relation toxique. Évidemment, qu'il ne fait pas bon vivre et aimer, auprès d'un individu comme ça qui souffle le chaud et le froid en permanence, qui manipule le chantage affectif en permanence, qui chosifie l'autre, qui l'infantilise, qui a la main mise sur l'autre en termes de vêtements, en termes d'apparence, en termes de ce qu'elle doit penser, qui sonde ses pensées, qui invente dans une paranoïa permanente les scénarios qu'elle aurait dans sa tête. Donc c'est la toxicité qui ressort, une toxicité perverse, puisqu'elle passe par des voies détournées. C'est l'origine du mot pervers, c'est que ça, au lieu d'aller directement et franchement, Mmh. ça prend des voies détournées et ça construit une sorte de labyrinthe avec des moments d'extase, des moments de glorification quasiment extatique et des moments de calomnie, de mépris, d'avilissement. Et l'extase et l'avilissement, la menace et l'extase cohabitent dans ce labyrinthe et l'autre devient une petite souris qui essaye de vivre et puis après de survivre et puis après de ne pas mourir et puis après de mourir. Voilà, donc on a affaire à un prédateur de l'âme. Il va à la chasse, et la chasse, c'est pas d'avoir la femme, il l'a déjà. La chasse, c'est de détruire et de jouer de façon sadique, comme un chat un peu cruel va jouer avec un papillon, avec l'innocence pure, avec quelque chose qui ne peut pas lui faire du mal, et il va le jouer, et bien sûr, il va tuer le papillon, mais il faut prendre son temps si on veut être sadique, il faut jouir de ça. Alors cette pulsion, on l'a tous. L'enfant a toujours joué à écraser des fourmis et à sadiser une mouche en lui enlevant une aile ou deux. C'est une pulsion qui nous fait découvrir la vie et découvrir le pouvoir que l'on a sur la vie, avec ce sentiment euphorique de se sentir le dieu du monde. Et vouloir être le dieu du monde, les enfants passent par là, c'est constitutif de la mentalité de l'enfant qui doit peu à peu comprendre qu'il a du pouvoir sur les êtres, d'abord sur les animaux, les petits insectes, ensuite sur les choses, ensuite sur les êtres. Et évidemment, tout le but de la maturité affective, c'est de savoir s'auto-limiter. Là, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas s'auto-limiter dans la destruction méthodique et jouissive de l'amour. C'est vraiment, c'est un yo-yo. C'est le yo-yo permanent entre la menace et l'extase. Alors, la menace et l'extase conjuguées, ça donne des grands chefs-d'œuvre artistiques. Tous les grands chefs-d'œuvre artistiques, les grands films, les grandes peintures, les grandes musiques, ont de la menace et de l'extase. C'est-à-dire, dans la menace, il y a toujours des points d'extase et quelque part, on apprécie d'être confronté au danger et presque à la mort. Il y a quelque chose de sublime dans cette confrontation à la mort, à la démesure, au déchaînement des passions. Et puis, dans l'extase, dans la beauté pure, dans la magie, dans le ravissement d'une œuvre d'art, il y a toujours une pointe de menace. C'est-à-dire, je suis tellement happé par l'œuvre que je risque d'y passer. Et donc, ce yo-yo-là donne des œuvres artistiques extraordinaires. Le problème, c'est que c'est pas un yo-yo pour une relation humaine. Et donc, on pourrait qualifier paradoxalement, selon la définition que je viens de donner de l'œuvre d'art sublime, on pourrait qualifier cette relation d'esthétique. Mais d'esthétique, non pas en sens évidemment de joliesse, d'esthétique au sens où lui, il est en train de contempler une œuvre. L'autre devient une œuvre, la relation avec l'autre devient une œuvre, et c'est ça que l'on contemple. Alors c'est d'autant plus amusant que la direction artistique et puis le parti pris artistique est de faire ce plan fixe sur cette femme muette, muette, mais qui exprime tout dans le non-verbal et le non-verbal minimaliste puisqu'elle n'a très peu de non-verbal à part ses mains et ses expressions du visage. Et donc c'est assez amusant de voir que là on a affaire à vraiment quelque chose d'esthétique quelque part. Ce que j'aime dans la mise en scène, c'est qu'elle a compris qu'il s'agit d'une relation esthétique. Et une esthétique de mort, c'est une esthétique, ça reste une esthétique. Une esthétique de mise à mort, comme on a dans la corrida. La corrida est une esthétique de mise à mort. Ceux qui veulent la combattre y voient un acte de boucherie, mais non, il y a le boucher pour ça. Si on veut mettre à mort il y a l'abattoir, il y a le boucher. Là, c'est une esthétisation de la mort culturelle. Et là, on a affaire à une esthétisation de la mise à mort. C'est esthétique. Et donc, ce qui pourrait aider les femmes qui sont prises en étau dans ces mâchoires perverses, narcissiques, là, c'est de dire, attention, là, vous êtes en train d'être un élément dans un tableau général. L'autre aussi, il est dans son tableau, il est en train de créer une œuvre d'art. Alors, une œuvre d'art sanglante, une œuvre d'art horrible, mais vous êtes
dans un tableau? Est-ce que vous ne voudriez pas plutôt être vivante dans la vie plutôt que dans un tableau? L'autre, il est en train de vous dépeindre, vous peindre, vous repeindre. Et c'est pour ça que les gestes qu'il fait, c'est les mêmes gestes qu'un peintre pourrait faire sur son œuvre. C'est des gestes d'un peintre. Je peins, je vois à peu près ce que c'est. Longtemps, j'ai peint avec les doigts. Et donc, je massais la peinture. J'ai vraiment eu un rapport presque de sculpture de la peinture. On prend et on a ces gestes-là. C'est exactement des gestes de peintre qu'il fait. L'autre est un tableau. Il n'est jamais satisfait de ce tableau, comme un peintre un peu, je dirais, insatisfait et perfectionniste qui voudrait tout le temps parfaire cette relation d'osmose fusionnelle, maternelle, morbide, et donc il met la main à la pâte pour créer l'autre, pour chosifier l'autre, et surtout pour le modeler. L'autre est un modèle qui doit être parfait, et il n'est évidemment jamais parfait, d'où la violence. Et donc accepter le rôle de modèle pour la femme, c'est entrer absolument dans quelque chose qui dépersonnifie, puisqu'on a affaire à, en fait, on est un bout de peinture manié par le peintre. C'est une relation où la personne en face qui a l'air passive est active à 150%. Il y a tout sauf de la passivité. Et c'est ça qui est beau dans ce film, c'est que Love montre bien qu'elle a l'air passif, elle a l'air en pure réception, mais en fait elle participe, parce que quelqu'un qui aurait les anticorps de la liberté, de la justice et puis de la dignité, enverrait une claque dans la figure du mec instantanément. Et donc, quelque part, elle giflerait le spectateur, puisque nous sommes le spectateur. On se met quand même dans ce film dans la peau du pervers. C'est ça la grande prouesse du film, c'est que qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on entre dans la peau, dans le regard, dans l'appréhension d'un pervers. Quelque part, il y a quelque chose de sadique dans ce film, c'est que il nous fait accéder à la part de jouissance de cette esthétisation de mort de la relation amoureuse. Et donc, évidemment, l'autre est totalement actif, on le voit bien, elle ne donne pas la claque. Ne pas donner la claque nécessite une activité énorme. Ne pas protester quand sa dignité est bafouée nécessite une activité énorme, une activité bien sûr interne, qui ne se voit pas, mais une réelle activité. Se laisser faire, c'est faire. Elle n'est pas du tout dans une relation d'abandon, elle n'est pas dans un lâcher-prise. Elle est dans un lâcher-prise par rapport à quelqu'un qui va te détruire, qui t'avilit, etc. Donc normalement, on lâche pas prise. Normalement, on ne lâche pas prise. On lâche prise, c'est-à-dire on s'abandonne, on quitte son moi, pour s'élancer vers quelque chose qui s'élance vers nous. Et qui s'élance vers nous en nous disant ça va être bien, j'appelle ça l'onde de charme, ça va nous restaurer dans la vie, nous faire créer, ça nous promet du bonheur. Et donc l'abandon va toujours avec quelque chose de vivant, on s'abandonne au sommeil parce qu'on se dit je vais pas cauchemarder. Si on se dit je vais cauchemarder, on peut pas s'endormir. Donc s'endormir, c'est s'abandonner au sommeil qui nous gagne, on dit d'ailleurs le sommeil nous gagne, il vient vers moi, je pense que ça va être bon et je m'abandonne. La musique c'est pareil. Une musique stridente, horrible, qui nous casse les oreilles, on ne peut pas s'abandonner. Je m'abandonne à une musique parce que je me dis, elle va vers moi, et il y a une promesse d'onde de charme supérieure à l'onde de choc, il y a une promesse d'un essor de vie, d'une intensification du bonheur. Et donc on s'abandonne à l'autre, normalement, que parce qu'il y a une promesse du bonheur. Et donc lui, en soufflant le chaud et le froid, en lui faisant vivre, d'abord il intensifie, il hystérise la relation est hystérisée, c'est-à-dire que tout devient intense. Un je t'aime d'un mec qui veut vous tuer, tout d'un coup prend des proportions énormes. Un tu es belle du mec qui passe son temps à vous avilir prend des proportions énormes. Un peu comme un père omnipotent pourrait dire ce que l'autre est avec son enfant. Ça prend des proportions énormes. Et donc l'autre est complètement piégé par son activité même. Elle est totalement responsable et coupable psychologiquement. Et elle est tout sauf victime passive. Et donc il faut comprendre ça quand on travaille. Je lis beaucoup de livres et j'ai travaillé avec des associations justement de femmes qui sont prises dans ce tourbillon. Il y a quelques hommes aussi qui sont prises dans ce tourbillon d'une relation d'emprise et de manipulation. Il faut d'abord, le premier travail, c'est de leur dire, vous êtes pas responsable et coupable, mais vous êtes actif. Remarquez comment quand vous avez des révoltes intérieures, vous les taisez. Et remarquez l'énergie que ça vous coûte. Et l'autre joue avec ça. C'est-à-dire que l'autre dit, mais en fait, t'as voulu ça. T'as joué le jeu. Tu étais active là-dedans. Et il n'a de cesse que de le raconter. De dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux ça. Tous les verbes du garçon sont des verbes qui attestent l'activité intense de l'autre. Alors que pourtant, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle est passive et elle ne fait que regarder. Mais en fait, forcément, elle est active, puisque regarder quelqu'un qui vous humilie, sourire à quelqu'un qui va vous dire que vous êtes une sombre merde, bah, c'est une activité énorme, qui en coûte en termes de dignité. Donc très peu, très vite, on a une dignité qui s'écroule, qui arrive au degré zéro, et quand vous avez perdu votre dignité, c'est-à-dire le sentiment
le sentiment d'avoir une raison d'être sur cette terre, c'est comme ça la dignité, c'est de dire j'ai quelque chose à faire sur cette terre et je pourrais être fier de moi plus tard. Vous n'êtes plus qu'une chose, vous êtes au rang de l'animal. Et donc on a affaire à une esthétisation qui animalise l'autre, et c'est même pas l'animal dressé voilà, qui remue la queue, c'est vraiment l'animal dans sa force de survie réactionnelle, instinctive, et qui ne fait que recevoir le monde sans pouvoir le tordre selon sa volonté. Bah, ce que l'on voit avec l'immense vague qui nettoie les écuries d'Augias, comme dit Florence Moreno, une femme féministe qui dit en fait avec Balance ton porc et MeToo, on a un fleuve de paroles qui nettoie la merde, qui nettoie des siècles, des millénaires de manipulation dans l'ombre. Parce qu'évidemment, cette relation, elle est dans l'ombre. C'est évident que cet homme, quand vous le mettez en société, il va peut-être humilier la femme, mais il va être absolument drôle, il va être un meneur de tablés, il va faire rire les gens, il mettra les rieurs de son côté, et c'est très dur, justement, ce genre de relation, parce que ça se fait dans le huis clos. C'est une société, aujourd'hui, on est dans une société complètement folle. Si vous avez un père ou une mère névrosé, vous avez quasiment toutes les chances d'être névrosé vous-même. Vous êtes pris en étau entre papa et maman. Il n'y a plus de gens finalement extérieurs qui peuvent participer à l'éducation de l'enfant. C'est une société en ce sens totalement fêlée au niveau de la famille. Et évidemment, les enfants sont traballés après un divorce violent en général, sont traballés d'un parent à l'autre, et même les couples qui durent, en général, il y a des figures peut-être pas aussi offensives et détestables que ce qu'on voit dans Love, mais des figures quand même de compromis dans la manipulation et dans l'écrasement de l'autre pour affirmer son pouvoir sur l'autre. Et le protocole même de l'encouplement, ce que j'appelle l'encouplement, c'est le couple obligatoire, c'est la religion du couple obligatoire. Le protocole même de l'encouplement induit un rapport de force. C'est ma liberté contre la tienne, et en général c'est plutôt l'homme, culturellement, parce qu'il a tous les appuis qui l'incitent à être comme ça, c'est culturellement l'homme qui impose un peu plus près sa volonté, ne serait-ce qu'en laissant partir la maison à volo, et la femme doit évidemment s'occuper des corvées, pareil pour l'éducation, etc. Donc on a affaire à une société, ce que l'on voit dans le film n'est que le symptôme de la pointe émergée de l'iceberg, mais en fait, des relations toxiques comme ça qui ne disent pas ouvertement leur nom et qui se font dans le huis clos familial, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. C'est pas du tout un fou, on n'a pas affaire à un film sur un fou, on a affaire à un film sur l'homme qui a réussi à trafiquer, manipuler l'autre pour pouvoir exprimer sa malitude conditionnée par une société patriarcale, quelque part. Dans les prêches religieux, souvent des prêches un peu violents, on vante la jalousie. On vante la jalousie. La jalousie est une valeur positive, alors que c'est une horreur sociale. Mais elle est positive. Ah, il est jaloux de moi, ah, je suis jaloux de lui. C'est tout à fait normal, alors qu'en fait, c'est juste délirant. On est dans une société où on n'a pas d'autre modèle alternatif pour faire famille que de se mettre avec quelqu'un et d'être dans un huis clos hyper toxique, ou en tout cas possiblement hyper toxique. Donc, moi, peut-être que ma mission en philosophie, c'est de pouvoir montrer que l'amour, c'est une institution, c'est des règles qu'on se fixe, c'est une création à deux, et qu'on peut peut-être changer les règles, et qu'on peut peut-être essayer de construire autre chose. Ça se décrète, c'est culturel, c'est pas biologique, c'est pas hormonal. Donc voilà, ça m'incite à ça. C'est évident que si vous mettez cette relation avec des personnes extérieures qui ont le droit de participer, de co-construire quelque chose, si elle sort de l'isolation dans laquelle évidemment elle est, puisque cet homme, évidemment, on le voit pas trop d'ailleurs dans Love, mais c'est évident, on le sait, il y a un travail de sape profond pour isoler sa proie, isoler sa victime. Il est évident que si elle est entourée de gens qui l'aident, de copines qui ont du bon sens, qui lui rappellent sa dignité, de mecs qui la séduisent et qui lui disent d'autres choses avec une douceur et un modèle autre que ce qu'elle a à la maison, il est évident qu'elle s'en sort. Donc cette relation n'existe que parce qu'on a un logiciel complètement taré, qui dure depuis trop longtemps, qui est un logiciel d'enfermement dans le duo toi et moi. Voilà. Alors aujourd'hui, avec Balance ton porc et MeToo, on a une libération de toutes ces femmes qui subissent ces violences. Alors parfois dans le couple, pas encore trop, mais souvent carrément au boulot. Le coup, à un moment dans Love, il lui attrape violemment la gorge. Mais il y a des Balance ton porc qui racontent ça. Et c'est leur patron.
Le patron, un jour, m'a saisi la gorge, une journaliste dit ça, et m'a dit « Quoi que tu le veuilles ou non, je te baiserai un jour. » Voilà. Et comme ça, dans un couloir, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, il y a Balance ton porc. Maintenant, ça se dit. Ça se dit, et on voit qu'il y a une quantité ahurissante de témoignages. Donc on est dans une société qui commence à faire sa révolution féministe, où les hommes vont pouvoir devenir féministes, c'est-à-dire casser la gueule aux connards. C'est ça, devenir féministe quand on est un homme, c'est attaquer, casser la gueule si on peut le faire, en tout cas attaquer les abrutis, attaquer les porcs. Évidemment. Ne pas laisser les femmes faire le boulot. On est là, ils sont là autour de nous, on a le patron qui fait ça à une collègue, à un moment, faut y aller, il faut avoir du courage, et puis c'est vrai que c'est dur parce que il y a du fric, il y a du chantage, il y a du pouvoir, mais à un moment, il y a une génération d'hommes qui vont plus laisser passer ça parce qu'ils ont eu des mères qui étaient géniales, qui se débrouillaient toutes seules et qui avaient besoin de personne pour diriger leur vie, et que c'est un modèle qui doit rester quand on est grand, quand on a grandi, quand on a 30 ans, on se dit, bon, pourquoi elle gagnerait moins d'argent que moi alors qu'elle est venue avant et qu'elle bosse autant que moi? Pourquoi? À un moment, il y aura des hommes qui vont se révolter. Ils sont pas encore là, mais ils vont se révolter de plus en plus, c'est évident. C'est une injustice. Même si je gagne 200 € de plus, c'est quand même une injustice. Donc la trahison du patriarcat va être l'avenir du féminisme. La trahison du patriarcat, c'est les hommes féministes et les hommes progressistes, aidés par des femmes et soutenant des femmes, qui vont le faire. Donc le féminisme va devenir une cause unisexe, ça c'est important, pour arriver à un monde où on peut s'épanouir sans violenter l'autre. Parce qu'au bout du compte, dans le féminisme, c'est ça l'enjeu. C'est comment je peux m'épanouir sans violenter l'autre. On n'a pas la solution. Pour l'instant, tout le monde s'épanouit en violentant quelqu'un. Et si le monde va si mal, c'est parce que on s'imagine que tout essor doit être payé du prix de quelqu'un qui se rabaisse. Regardez ce qu'on a avec la politique et le président actuel. Il y a ceux qui sont les derniers de cordée, les premiers de cordée. Il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui sont quelque chose. On est dans une logique de compétition à outrance. Il est évident que cette compétition sociale débouche dans la relation amoureuse, dans l'idée d'une compétition du duo. Et en général, c'est la femme, statistiquement et sociologiquement, on sait très bien que c'est les femmes à 85%, 90% qui s'en prennent plein la figure. Donc voilà, c'est un film Love qui nous montre que la plus grande des violences, c'est pas forcément une femme battue, violée, évidemment c'est très violent, mais elle commence déjà dans un rapport de force, de domination au quotidien, à laquelle la femme participe par son silence et son acceptation, et puis où personne ne peut être un juge, un arbitre, puisque c'est dans le huis clos du toi et moi, et je pense vraiment qu'on changerait beaucoup de choses si on commençait à dire aux jeunes filles qui ont 15-17 ans, qui commencent à découvrir l'amour, leur dire « fais attention au duo enfermant fusionnel, parce que tu sais pas sur qui tu tombes. Les vapeurs de l'amour et les vapeurs de la passion sont absolument aveuglantes, absolument aveuglantes. Je suis sûr que cette relation dans Love a commencé par un magnifique roman d'amour, un magnifique roman d'amour. Donc ne nous fions plus, lorsqu'il s'agit de construire sa vie affective, à la passion flamboyante de l'amour. La doxa, aujourd'hui, l'opinion commune, c'est de dire il y a d'abord un coup de foudre, ensuite on se met en couple et ensuite on fait des enfants. Mais c'est ce schéma-là qu'il faut remettre en question. On n'est pas du tout obligé d'avoir un coup de foudre. Je veux dire, faire des enfants, est-ce que ça serait pas mieux de le faire avec des amis, c'est-à-dire avec des gens sur lesquels on peut compter, sur des gens qu'on aime, et puis des gens où on sait qu'il n'y aura pas de relation de manipulation et de pouvoir. Il y a une révolution qui se prépare et je me réjouis d'être de cette époque pour voir enfin, après des millénaires, les choses un peu changer.